Amélie Dubois fredonnait doucement, tout en nettoyant les cristaux du lustre énorme du château de Valois. Une mélodie étrange, ancienne, qui semblait surgir d'un lieu profond en elle. Un chant qu'elle ne se souvenait pas avoir appris. Un chant qui existait simplement dans son âme depuis qu'elle avait mémoire. Ses doigts glissaient sur le cristal. Tandis que la mélodie coulait suavement de ses lèvres, des notes qui montaient et descendaient comme les vagues d'un océan séculaire. Une musique qu'aucune radio n'avait jamais diffusée. Une musique qu'aucun professeur n'avait jamais enseignée. Une musique qui semblait plus vieille que le temps lui-même. Si vous avez déjà eu une mélodie gravée dans l'esprit sans savoir d'où elle venait, écoutez attentivement cette histoire, car certaines musiques ne s'apprennent pas. Elles se souviennent. Antoine de Valois, 38 ans, PDG d'un des plus grands groupes hôteliers de France, descendait l'escalier de marbre du château que sa famille possédait depuis des générations. Il n'avait pas souri depuis 3 ans, depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture. 3 ans de réunion sans âme. 3 ans de nuit vide. 3 ans d'un silence qui pesait plus que n'importe quel bruit. Mais en ce matin d'octobre, quelque chose se produisit qui allait tout changer. Au milieu de la 3e marche, Antoine se figea. Ses pieds refusèrent d'obéir. Sa main agrippa la rampe avec une telle force que ses jointures blanchirent. Son cœur se mit à battre à tout rompre, comme s'il avait vu un fantôme. Car d'une certaine manière, c'était le cas. Cette mélodie. Cette maudite mélodie que la nouvelle femme de chambre fredonnait en nettoyant les cristaux. C'était la même mélodie qu'Antoine entendait dans ses rêves depuis l'âge de 5 ans. La même mélodie qui le réveillait au milieu de la nuit, couvert de sueur et de larmes, sans savoir pourquoi. La même mélodie qu'il avait passé sa vie entière à essayer de trouver, dans des disques, à la radio, dans des bibliothèques musicales, partout. Une mélodie qui n'existait pas, une mélodie qui était morte en 1820. Impossible, criait son esprit. Complètement impossible. Amélie continuait de chanter, inconsciente du tremblement de terre qu'elle provoquait chez l'homme arrêté dans l'escalier. Ses notes emplissaient l'immense salon du château, résonnant contre les murs couverts de portraits anciens, glissant sur les meubles qui valèrent plus que tout ce qu'elle posséderait jamais de toute sa vie. Elle n'était qu'une femme de chambre, une orpheline qui avait grandi dans un orphelinat modeste en banlieue parisienne. Une femme de 28 ans qui avait accepté cet emploi parce que son petit frère Léo, âgé de seulement 8 ans, était en train de mourir d'une leucémie et que les traitements coûtaient plus qu'elle ne pouvait imaginer. Amélie n'avait rien. Elle n'avait pas de passé, pas de famille à part Léo, pas d'avenir au-delà de l'espoir de le maintenir en vie un jour de plus. Tout ce qu'elle avait, c'était sa voix et cette mélodie étrange qu'elle chantait depuis qu'elle était toute petite. Antoine descendit le reste de l'escalier en silence. Ses pas étaient calculés, comme ceux d'un prédateur s'approchant de quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Chaque marche était une bataille entre la raison qui disait que c'était impossible et le cœur qui criait qu'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis des décennies. Il s'arrêta à 3 mètres d'Amélie. Elle était de dos, chantant toujours, les bras tendus pour atteindre les cristaux les plus hauts du lustre. L'uniforme simple de femme de chambre ne cachait pas l'élégance naturelle de ses mouvements. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui transcendait la pauvreté de ses vêtements et la simplicité de sa fonction. Il y avait quelque chose de réel, d'ancien, de familier. Et alors, elle se retourna. Les yeux d'Amélie croisèrent ceux d'Antoine, et le monde s'arrêta. Pas une pause métaphorique. L'air lui-même sembla se figer entre eux. Les cristaux du lustre cessèrent de tinter. L'horloge ancienne au mur sembla suspendre son tic-tac. Pendant un moment qui dura une éternité et une seconde à la fois, il n'existait que 2 paires d'yeux se reconnaissant à travers 200 ans de distance. Amélie sentit un frisson parcourir toute son échine. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Comme si son corps entier vibrait à une fréquence qu'elle ne connaissait pas, mais qui semblait terriblement familière. Antoine sentit le sol disparaître sous ses pieds. Ses yeux. Il connaissait ses yeux. Pas de ce matin, pas de quelques photos.
Il connaissait ces yeux d'un lieu que son esprit conscient ne pouvait pas atteindre, mais que son âme reconnaissait instantanément. « Où avez-vous appris cette chanson ?» demanda-t-il, et sa voix sortit rauque, presque brisée. Amélie cligna des yeux, sortant de sa transe. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle rapidement, baissant les yeux comme une femme de chambre devait le faire devant son patron. « Je sais que je ne devrais pas chanter pendant que je travaille. Cela ne se reproduira plus. » Elle fit mine de retourner au cristaux, mais Antoine lui saisit le bras. Le contact fut comme un éclair traversant les deux corps. Amélie haleta. Antoine relâcha l'air qu'il ne savait pas qu'il retenait. « Je ne vous ai pas demandé si vous deviez chanter, » dit-il. Et maintenant, il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. « Je vous ai demandé où vous avez appris cette chanson spécifique que vous chantiez maintenant. » Amélie fronça les sourcils, sincèrement confuse. « Je ne sais pas, monsieur. Elle a toujours été dans ma tête, depuis que je me souvienne, à l'orphelinat. Les sœurs trouvaient cela étrange parce que je la chantais depuis que j'étais bébé. Mais personne n'a jamais su d'où elle venait. » Antoine lâcha son bras comme s'il le brûlait. Ses yeux étaient écarquillés, l'expression d'un homme voyant l'impossible se matérialiser devant lui. « Vous mentez, » dit-il. Mais il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, seulement du désespoir. « Vous devez mentir. Je vous jure que non, monsieur. » Amélie porta sa main à sa poitrine, sur son cœur qui battait de façon incontrôlable, sans qu'elle comprenne pourquoi. « Je n'ai jamais appris cette chanson. Elle est simplement en moi, comme si j'étais né avec elle. » Antoine recula, puis un autre. Il avait besoin d'air, besoin de penser, besoin d'une explication rationnelle à ce qui se passait. Parce que cette musique n'existait nulle part dans le monde. Il le savait. Il avait passé 33 ans de sa vie à la chercher, engagé des chercheurs, consulté des ethnomusicologues, épluché des archives de musique folklorique de tous les pays d'Europe. Rien. La mélodie qu'il entendait en rêve depuis l'âge de 5 ans n'existait dans aucun registre connu de l'humanité. Et maintenant, une femme de chambre qu'il avait embauchée il y a seulement 3 jours chantait cette même mélodie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il existe des coïncidences dans la vie. Il existe des hasards extraordinaires. Mais cela transcendait toute explication que l'esprit rationnel pouvait offrir. Si vous suivez jusqu'ici et que vous avez déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelque chose ou quelqu'un, laissez un commentaire, parce que cette histoire ne fait que commencer. Amélie observa son patron s'éloigner dans le couloir sans un mot de plus. Elle reste là, immobile, la main encore sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Que vient-il de se passer ? Pourquoi a-t-il réagi de cette façon? Pourquoi son toucher sur son bras lui a-t-il donné l'impression d'être enfin chez elle? Pour la première fois de sa vie, elle secoue la tête, essayant de chasser ses pensées étranges. Elle a du travail. Elle a un petit frère malade à la maison, qui attend qu'elle rapporte de l'argent pour une autre séance de chimiothérapie. Elle n'a pas le temps pour les mystères, ni pour la façon étrange dont le millionnaire l'a regardée. Mais lorsqu'elle reprend le nettoyage des cristaux, elle se rend compte que ses mains tremblent. Et quand elle essaie de fredonner à nouveau la mélodie qui l'accompagne depuis toujours, elle découvre que sa voix a disparu. Comme si la musique s'était cachée quelque part au plus profond de son âme, attendant le moment opportun pour ressurgir. Antoine de Valois s'enferme dans son bureau au 2e étage du château de Valois. C'est une pièce immense, avec des murs tapissés de livres et une fenêtre donnant sur les jardins impeccables de la propriété. Il s'assoit dans le fauteuil en cuir qui appartenait à son grand-père et ferme les yeux. La mélodie est là, comme elle l'a toujours été, dansant dans son esprit comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus. Maintenant, il y a un visage associé à la musique, le visage d'une simple femme de chambre qui ignore presque tout de ses origines. Il doit découvrir la vérité, absolument. Antoine prend le téléphone et appelle l'enquêteur privé qu'il utilise pour les affaires de la société. « Je veux tout sur une femme nommée Amélie Dubois », dit-il sans préambule. « Où elle est née, où elle a grandi. Le moindre détail qui puisse être trouvé. Et je le veux pour hier. » Pendant qu'il attend,
Il ouvre le tiroir verrouillé de son bureau. Là, avec des documents importants et une photo encadrée de sa défunte épouse, se trouve un carnet défraîchi. Il le prend avec des mains qui tremblent encore légèrement et l'ouvre à la première page. Ce sont des partitions dessinées à la main, des décennies de tentatives pour transcrire la mélodie de ses rêves. Il n'est pas musicien, il ne sait pas lire les partitions proprement, mais il a passé des années à essayer de capturer sur le papier ce qu'il entend dans son esprit. Les notes sont imparfaites, approximatives, mais elles sont là. Et maintenant, il a quelqu'un qui peut les chanter parfaitement. Dans les jours qui suivent, Antoine observe Amélie de loin. Il ne peut pas s'approcher d'elle à nouveau, pas après cette première rencontre qui a ébranlé tout ce en quoi il croyait. Mais il ne peut pas l'ignorer non plus. Elle travaille dur, plus dur que n'importe quelle femme de chambre qu'il ait jamais eue. Elle arrive à 6 heures du matin et ne part qu'à 10 heures du soir. Elle nettoie chaque recoin du château avec une dévotion presque obsessive. Et parfois, quand elle pense que personne ne l'écoute, elle se remet à fredonner. Toujours la même mélodie, toujours cette même musique impossible. Antoine découvre qu'il attend ces moments. Il se cache derrière les portes ou fait semblant de lire dans son bureau avec la porte entr'ouverte, juste pour l'entendre chanter. Chaque note est un coup de poignard de reconnaissance dans son âme. Chaque refrain est une confirmation de quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Le 5e jour, l'enquêteur privé envoie son rapport. Amélie Dubois est née dans des circonstances inconnues et a été déposée devant la porte de l'orphelinat Saint-Joseph lorsqu'elle avait environ 2 mois. Il n'y a aucun enregistrement de ses parents biologiques. Il n'y a pas d'acte de naissance original. Elle est simplement apparue une nuit d'octobre, enveloppée dans une vieille couverture, avec une marque de naissance particulière sur le cou. Antoine arrête de lire. Marque de naissance sur le cou. Quelque chose dans cette information glace son sang. Il continue à lire. Amélie a grandi à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans, date à laquelle elle est partie pour travailler. Elle a occupé divers emplois peu qualifiés. Il y a 2 ans, elle a pris la garde de Léo Dubois, un garçon arrivé au même orphelinat quand il était bébé et qu'Amélie traite comme son frère depuis sa naissance. Léo a été diagnostiqué avec une leucémie il y a 8 mois. Les coûts du traitement ont englouti toutes les économies d'Amélie. Elle a accepté le poste au château de Valois parce qu'il payait 3 fois plus que n'importe quel autre travail qu'elle pouvait trouver. Antoine ferme le rapport. Il n'y a rien là qui explique la musique. Rien qui connecte cet orpheline inconnu à la mélodie qui hante ses rêves depuis plus de 3 décennies. Mais il y a la marque de naissance. Et il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que le rapport ne mentionne pas, mais qu'Antoine ressent dans chaque fibre de son être. Une connexion, une familiarité, une sensation qu'il connaît cette femme de quelque part de beaucoup plus profond que ce que sa mémoire consciente peut atteindre. Le lendemain matin, Antoine prend une décision. Il doit voir la marque de naissance d'Amélie. Il ne sait pas pourquoi. Il ne peut pas expliquer l'urgence qu'il ressent. Mais il sait que cette marque est importante, cruciale. Peut-être la pièce manquante d'un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il était en train de reconstituer. Il la trouve dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Le soleil entre par la fenêtre et illumine son profil d'une manière qui fait manquer un battement au cœur d'Antoine. Elle est de dos, les cheveux relevés en un chignon qui laisse son cou dégagé. Et là, elle est, la marque de naissance. Une tache sombre, allongée, qui encercle partiellement le côté gauche de son cou. Une marque qui ne semble pas naturelle. Une marque qui semble presque comme si quelqu'un avait laissé une empreinte là. Une marque qui rappelle terriblement la forme d'une corde. Antoine doit s'appuyer contre le chambranle de la porte pour ne pas tomber. Parce qu'il connaît cette marque. Pas de cette vie, d'une autre, d'il y a longtemps. De 200 ans de distance. D'une époque où les cordes étaient utilisées pour pendre les hommes qui osaient aimer qui ils ne devaient pas. Et soudain, comme un tsunami de souvenirs qui ne sont pas les siens, mais qu'il ressent comme complètement vrais. Antoine voit. Il voit une place de pierre sous un soleil brûlant. Il voit une foule qui crie. Il voit un homme aux yeux bandés traîner vers l'échafaud. Il voit une femme courir à travers la foule, criant un nom qu'il ne parvient pas à entendre. Il voit la corde être placée autour du cou de l'homme.
Il voit la femme être retenue par des gardes pendant qu'elle pleure désespérément. Et puis, il voit le visage de la femme, le même visage qui est maintenant devant lui dans la cuisine, le visage d'Amélie Dubois, le visage de quelqu'un qu'il a aimé il y a 200 ans, le visage de quelqu'un pour qui il est mort. La marque sur son cou n'est pas une marque de naissance quelconque, c'est l'empreinte de la corde qui l'a tué, transférée à travers les siècles, à travers les vies, comme preuve d'une connexion que même la mort n'a pas réussi à effacer. Antoine laisse échapper un son étranglé. Amélie se retourna, soudain effrayée, et le trouva blanc comme un linge, appuyé contre le chambranle de la porte, la regardant comme s'il était témoin d'un impossible. « Monsieur de Valois !» balbutia-t-elle, lâchant sa cuillère et se précipitant vers lui. « Est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'eau? D'un médecin ?» Antoine la fixa droit dans les yeux. Les mêmes yeux qu'il avait vus il y a 2 siècles. Ces mêmes yeux qui furent la dernière chose qu'il aperçut avant que la corde ne serre son cou. Ces mêmes yeux qui avaient promis de le retrouver à chaque vie. Peu importe le temps que cela prendrait. « Amélie » murmura-t-il, et sa voix était lourde de 2 siècles de nostalgie. « Combien de temps m'as-tu cherché ?» Elle fronça les sourcils, déconcertée. « De quoi parlez-vous, monsieur ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse tenter d'expliquer l'inexplicable, ses genoux cédèrent. Antoine de Valois, l'homme qui n'avait pas versé une larme depuis 3 ans, s'effondra sur le carrelage de sa propre cuisine, pleurant comme un enfant, agrippé au tablier de la femme de chambre qu'il connaissait depuis 2 siècles. Et Amélie, sans comprendre pourquoi, sans pouvoir expliquer ce qui la poussait, s'agenouilla à côté de lui et commença à fredonner. La même mélodie, invariable, la même chanson impossible, la chanson qu'elle portait dans son âme depuis sa naissance, la chanson qu'il avait composée pour elle en 1820, la chanson pour laquelle il avait été tué, la chanson qu'elle avait promis de chanter à chaque vie jusqu'à ce qu'il la reconnaisse. Et finalement, après 200 ans, il reconnut. Cette histoire ne fait que commencer, mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous avez déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un, une sensation de connaître une personne que vous venez de rencontrer, laissez un commentaire pour raconter votre expérience. Parce que ce qui va suivre va vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la vie, la mort et le pouvoir d'une simple chanson. Amélie ne savait pas combien de temps elle resta là, agenouillée sur le sol froid de la cuisine, fredonnant pour un homme qui pleurait dans ses bras. Cela aurait pu durer quelques minutes ou des heures. Le temps semblait avoir perdu toute signification dans cet espace entre eux, quand Antoine cessa enfin de pleurer. Il s'éloigna lentement. Ses yeux étaient rouges, son visage maculé de larmes. Mais il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. Quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une lumière, un espoir, une certitude inexplicable. « Il faut que je te montre quelque chose, » dit-il, se relevant difficilement. « Tu veux bien me suivre ?» Amélie hésita. Tout dans cette situation était loufoque. Un patron millionnaire pleurant par terre pendant qu'elle lui chantait une berceuse, cela n'avait aucun sens dans l'univers qu'elle connaissait. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la raison qui l'attirait. Quelque chose qui lui donnait envie de suivre cet homme où qu'il aille. Quelque chose qui lui disait qu'elle avait attendu toute sa vie cet instant. Sans le savoir, elle acquiesça. Antoine la guida à travers des couloirs qu'elle ne connaissait pas encore dans le château de Valois. Ils passèrent devant des pièces remplies d'antiquités, devant des galeries de portraits poussiéreux, devant des escaliers qui descendaient de plus en plus profondément dans les entrailles de la propriété. Finalement, ils arrivèrent devant une porte en chêne massif qui semblait plus vieille que tout le reste de la demeure. Antoine sortit une clé d'un cordon qu'il portait autour du cou, une clé qu'Amélie réalisa qu'il portait toujours, cachée sous sa chemise. « Cette partie de la maison est plus ancienne que le château lui-même, » expliqua-t-il en tournant la clé dans la serrure rouillée. « Elle m'a été construite sur les ruines d'une propriété coloniale de 1820. Ma famille l'a préservée exactement comme elle était. » La porte s'ouvrit avec un grincement qui résonna dans l'espace obscur au-delà. Antoine actionna un interrupteur ancien, et des ampoules faibles illuminèrent ce qui semblait être un salon souterrain. Amélie étouffa un cri. Au centre du salon,
recouvert d'une fine couche de poussière, se trouvait un piano à queue. Mais ce n'était pas un piano ordinaire. C'était une pièce de musée, visiblement d'une autre époque, avec des détails en nacre et en or qui brillaient même sous la faible lumière. Et à côté du piano, appuyé sur un chevalet tout aussi ancien, il y avait un portrait. Amélie sentit ses jambes flancher lorsqu'elle vit le portrait. C'était elle. Ou plutôt, c'était quelqu'un qui lui ressemblait trait pour traite. Une femme vêtue d'une robe somptueuse, typique du début du 19e siècle, avec les mêmes yeux, la même forme de visage, la même expression, et à côté de cette femme, tenant sa main avec une dévotion évidente, il y avait un homme aveugle, les yeux recouverts d'un bandeau de soie, mais dont le visage était incontestablement familier. Un visage qu'Amélie voyait tous les jours dans les journaux économiques. Un visage qui appartenait à l'homme debout à ses côtés dans ce sous-sol, Antoine de Valois. Ou qui qu'il ait été il y a 200 ans. Comment réussit-elle à murmurer. Comment est-ce possible? Antoine s'approcha du portrait et toucha le cadre avec respect. J'ai trouvé ça quand j'avais 18 ans, dit-il. C'était caché derrière un faux mur dans ce sous-sol, avec le piano, côté et avec ça. Il se dirigea vers une table poussiéreuse dans un coin du salon et ramassa quelque chose qui s'y trouvait. Quand il revint, Amélie vit que c'était une pile de papier jauni par le temps. Une partition, expliqua-t-il, tendant les papiers à Amélie avec des mains tremblantes. La seule copie qui existe au monde. Écrite en 1820 par un compositeur aveugle qui a été exécuté pour avoir ensorcelé la fille du préfet. La fille qui s'est jetée du donjon quand elle a entendu les cloches annoncer sa mort. Amélie prit la partition. Les notes dansaient devant ses yeux, mais elle ne savait pas lire la musique. Pourtant, même sans savoir, elle reconnaissait chaque note, chaque pause, chaque variation. C'était sa musique. La musique qui avait toujours été en elle. Et puis elle vit la dédicace, écrite d'une calligraphie raffinée sur la première page. Pour ma princesse qui chante dans l'obscurité. Ton compositeur aveugle qui ne voit qu'avec les oreilles. Que cette chanson soit notre serment, dans cette vie et dans toutes celles à venir, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Amélie ne réalisa pas qu'elle pleurait avant que les larmes ne tombent sur les pages anciennes. Elle les essuya rapidement, craignant d'endommager quelque chose d'aussi précieux. Mais elle continuait à couler. « Je rêve de ça », dit-elle, et sa voix était un murmure brisé. « Depuis que je me souviens, je rêve d'un donjon, de cloches, d'un homme qui ne peut pas me voir mais qui me connaît mieux que quiconque. Je rêve d'une chute, du vent, de la faim. Et puis je me réveille en chantant cette chanson, et je n'ai jamais compris pourquoi. » Antoine s'approcha d'elle, lentement, comme si elle était un rêve qui pouvait disparaître à tout moment. « Je rêve de la même chose, » dit-il. « De la place, de la corde, d'une femme qui hurle mon nom pendant que je meurs. Et puis je me réveille en entendant cette chanson, et je passe toute la journée à essayer de me rappeler d'où elle vient. » Leurs yeux se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y avait pas de confusion, il n'y avait pas de doute, il n'y avait que de la reconnaissance, pure, absolue et dévastatrice. « Tu me l'as promis, » dit Antoine, et l'émotion était palpable dans sa voix, chargée de siècles. « La dernière nuit, avant qu'il ne m'emmène, tu as dit que tu chanterais cette mélodie à chaque vie, jusqu'à ce que je te retrouve, jusqu'à ce que je te reconnaisse. Tu as juré que peu importe le nombre de vies que cela prendrait. » Amélie sentit quelque chose s'ouvrir en elle, comme une porte, verrouillée depuis 2 siècles, qui cédait enfin. « Et toi, tu me l'as promis, » répondit-elle, les mots jaillissant d'un endroit qui n'était pas sa mémoire consciente. « Tu as dit que tu me chercherais dans chaque visage, que tu écouterais chaque voix, que tu suivrais chaque mélodie, jusqu'à me retrouver. » Un instant, ils se contentèrent de se regarder. Le poids de 2 siècles de recherche planait entre eux, le soulagement de enfin trouver ce qu'ils avaient toujours cherché. Alors, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans. Il sourit, un sourire vrai, qui illumina son visage et transforma l'homme froid et distant en quelqu'un de complètement différent. « Je t'ai retrouvé, J, » dit-il simplement. Amélie lui rendit son sourire à travers ses larmes. « Tu m'as retrouvé. »
Mais ce n'était que le commencement, car des preuves devaient être vérifiées, des doutes dissipés, et il y avait beaucoup plus, enfoui dans cette cave, dans ce château, dans cette histoire de 2 siècles, que ce qu'il pouvait imaginer. Le piano attendait encore d'être touché, pour la première fois depuis 2 siècles. Et quand Amélie s'assiérait enfin devant lui, quand ses doigts, qui n'avaient jamais appris à jouer, trouveraient les touches jaunies par le temps, le monde découvrirait que certaines connexions sont trop fortes pour que la mort puisse les détruire. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain chapitre. Pour l'instant, 2 cœurs, qui s'étaient cherchés pendant 2 siècles, battaient enfin au même rythme, au même endroit, dans la même vie, et ça, en soi, était déjà un miracle. Mais Antoine, malgré tout ce qui s'était passé, était un homme d'affaires, un homme de preuves, un homme qui avait besoin de faits avant d'accepter pleinement quoi que ce soit, même quand son cœur avait déjà tranché. Les jours suivants, il engagea des historiens, des chercheurs spécialisés en généalogie, des experts en art colonial français. Chacun reçut une tâche spécifique, et aucun ne savait ce que les autres investiguaient. Pendant ce temps, Amélie continuait à travailler. Elle ne savait pas quoi faire de tout ça. La révélation dans la cave avait bouleversé son monde. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des flashs d'images qui n'étaient pas les siennes, mais qui lui semblaient parfaitement réelles. Une tour de pierre, des jardins secrets, des mains masculines sur les touches d'un piano ancien, un bandeau sur les yeux, qu'elle écartait doucement pour voir 2 yeux sans lumière, qui pourtant la voyaient mieux que quiconque avec une vision parfaite. Elle essayait de garder ses distances avec Antoine. Ça, il était son patron. Elle n'était qu'une femme de chambre. Peu importe ce qu'ils avaient été il y a 200 ans, le fossé social entre eux, dans la vie présente, était infranchissable. Mais le destin, apparemment, avait d'autres plans. La 3e nuit après la révélation de la cave, Amélie se réveilla en hurlant. Elle était couverte de sueur froide, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Le rêve avait été plus vivide que jamais. Elle était dans la tour, tout en haut, le vent fouettant son visage. En bas, les cloches sonnaient, une foule se dispersait, après avoir assisté à quelque chose d'horrible. Et elle savait au plus profond de son âme, qu'il était mort, que la corde avait fait son travail, qu'elle n'entendrait plus jamais sa musique. Et alors, dans le rêve, elle avait sauté. Amélie se leva du petit lit de la chambre qu'elle occupait, à l'arrière du château. Ses jambes tremblaient, tandis qu'elle marchait dans le couloir sombre. Elle ne savait pas où elle allait. Ses pieds la guidaient, comme s'ils avaient leur propre volonté. Quand elle réalisa, elle se trouvait devant la porte de la cave. La porte était entr'ouverte. Une faible lumière venait de l'intérieur. Amélie descendit les escaliers de pierre, le cœur serré. À chaque marche, la musique devenait plus claire. Quelqu'un jouait du piano de 1820. Quelqu'un jouait sa mélodie. Quand elle arriva dans la salle souterraine, elle trouva Antoine assis devant l'instrument ancien. Il jouait les yeux fermés, les doigts se déplaçant sur les touches, avec une assurance qui ne correspondait pas à quelqu'un qui, il l'avait dit lui-même, n'était pas musicien. Mais ce n'était pas seulement ça qui fit s'arrêter Amélie au milieu de la salle. Incapable de bouger, Antoine portait un bandeau sur les yeux, une bande de soie qu'il avait trouvée avec les autres artefacts de la cave, le même bandeau que l'homme aveugle portait sur le portrait. Et il jouait parfaitement, chaque note, chaque pause, chaque nuance de la mélodie qu'Amélie portait dans son âme. Il jouait comme s'il s'était entraîné pendant des années, comme si cette musique faisait autant partie de lui qu'elle en faisait partie d'elle. Antoine arrêta de jouer quand il sentit sa présence. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir qu'elle était là, tout comme il n'avait pas besoin d'avoir appris le piano pour pouvoir le faire. Quand il mettait ce bandeau, « Ça, je ne sais pas jouer du piano », dit-il la voix rauque. « Je n'ai jamais appris, mais quand je mets ce bandeau, mes doigts savent exactement quoi faire, comme si quelqu'un d'autre me guidait. » Amélie s'approcha lentement. « Tu rêvais aussi d'elle, n'est-ce pas? La tour,
les cloches, la chute. Antoine retira le bandeau. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Je t'ai vu tomber, dit-il. Dans le rêve, j'étais sur la place, déjà mort, mais d'une manière ou d'une autre, je voyais encore. Et je t'ai vu monter sur la tour, je t'ai vu regarder en bas, je t'ai vu faire un pas en avant et disparaître. » Amélie s'assit à côté de lui sur le banc du piano. L'espace entre eux était mince, mais elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Elle pouvait sentir autre chose aussi, une pulsation qui n'était pas physique, une connexion qui transcendait tout ce qu'elle connaissait. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il. Et il ne parlait pas à Amélie Dubois, la femme de chambre. Il parlait à quelqu'un qui avait vécu il y a 200 ans. « Pourquoi as-tu sauté ?»« Parce que je te l'avais promis, » répondit-elle. Et de nouveau, les mots venaient d'un endroit qui n'était pas sa mémoire consciente. « J'ai promis que je chanterais cette mélodie à chaque vie, jusqu'à te retrouver. Mais je ne pouvais pas rester dans cette vie, sans toi. Pas après avoir entendu les cloches, pas après avoir su que tu étais parti. Tu aurais dû attendre. J'ai attendu. 200 ans, tu te souviens. C'est toi qui as mis du temps à me retrouver. » Antoine laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. « Tu as raison, j'ai mis trop de temps. J'ai passé cette vie entière à écouter ta musique. J'aille sans savoir que tu chantais pour moi, quelque part. » Amélie posa sa main sur la sienne. Le contact envoya ce même courant électrique qu'elle avait ressenti le premier jour. Mais maintenant, elle comprenait ce que c'était. Ce n'était pas de l'étrangeté, c'était de la familiarité. C'était rentrer à la maison, après 200 ans d'errance. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Antoine prit la main d'Amélie et entrelaça ses doigts aux siens. « D'abord, nous trouverons toutes les preuves. Ensuite, nous découvrirons comment fonctionne cette connexion. Et alors, peut-être nous vivrons la vie qui nous a été volée la première fois. Si vous regardez jusqu'ici et que vous avez ressenti quelque chose en lisant cette histoire, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, laissez un commentaire. Que feriez-vous si vous découvriez que vous avez connu quelqu'un dans une autre vie? Les jours suivants furent une avalanche de découvertes. Le premier historien revint avec des informations sur la famille de Valois. Il découvrit que le château actuel avait été construit en 1875, mais que la propriété originale datait de 1780. Les fondateurs de la fortune familiale étaient des commerçants, originaires d'Espagne, qui s'étaient établis à Paris pendant la période royale. Mais c'est le second historien qui apporta l'information cruciale. Dans les archives de l'église Saint-Germain-des-Prés, il avait trouvé des registres d'une exécution datée d'octobre 1820. Un homme appelé Michel, sans nom de famille enregistré, avait été condamné à mort pour avoir ensorcelé la fille du roi. L'accusation était de sorcellerie. Le mode d'exécution, la guillotine. Le registre mentionnait que le condamné était aveugle de naissance et compositeur de musique considéré comme hérétique. Il mentionnait aussi que la fille du roi, une femme appelée Isabelle, s'était jetée du haut de la tour Saint-Jacques au moment exact où les cloches annoncèrent l'exécution. 2 morts. 2 âmes qui se sont perdues au même instant. 2 promesses faites dans l'obscurité d'une cellule, la dernière nuit. Antoine lut le rapport 3 fois. Chaque mot était une confirmation de ce qu'il savait déjà dans son cœur. Chaque détail s'emboîtait parfaitement dans les souvenirs fragmentés qui surgissaient dans ses rêves depuis l'enfance. Mais il avait besoin de plus. L'expert en art fut celui qui trouva la prochaine pièce du puzzle. Le portrait dans la cave fut authentifié comme une œuvre de 1818, peint par un artiste de la période, dont le nom s'était perdu dans le temps. L'analyse de la peinture, de la toile et de la technique confirmait que la peinture avait exactement 205 ans. Et plus importante encore, l'expert trouva une inscription à l'arrière du cadre, cachée par des couches de tissu et de colle. Une inscription qui disait simplement « Michel et Isabelle », que cet amour vive au-delà de la mort. Quand Antoine montra l'inscription à Amélie, elle ne fut pas surprise. Elle le savait déjà. Au fond, elle l'avait toujours su. Le nom Isabelle n'était pas étranger pour elle. Il habitait dans un coin de son esprit depuis qu'elle était enfant, attendant d'être rappelé. Le 3e chercheur, un généalogiste spécialisé dans les familles royales, apporta l'information la plus choquante de toutes. La fille du roi.
Isabelle, avait laissé une fille de quelques mois quand elle mourut. L'enfant fut élevé en secret, loin de la cour Béan, pour éviter le scandale. Cet enfant grandit, se maria et eut des enfants. Ses descendants, à travers des générations et des générations, finirent par se mélanger avec d'autres familles françaises. Et l'une de ces lignées de descendance menait directement à la famille de Valois. Antoine était un descendant d'Isabelle. Le sang de la femme qui avait aimé le compositeur aveugle coulait dans ses veines. Il était, d'une certaine manière, le produit de cet amour interdit, né d'une enfant qu'Isabelle avait laissée derrière elle avant de sauter de la tour. Mais ce n'était pas tout. Le généalogiste avait aussi retracé le compositeur aveugle. Michel, découvrit-on, n'était pas complètement sans famille. Il avait une sœur qui survécut à l'exécution et qui s'enfuit vers le sud de la France, changeant de nom pour échapper à la persécution. Cette sœur eut des descendants, et l'une de ces lignées de descendance, passant par des générations de pauvreté et d'anonymat, finit par produire un enfant qui fut abandonné devant la porte d'un orphelinat il y a 28 ans, en banlieue parisienne. Amélie Dubois portait le sang de Michel. Elle était une descendante du compositeur aveugle, tout comme Antoine était un descendant de la princesse qu'il aimait. 200 ans plus tôt, ils avaient été amants de mondes différents, unis seulement par la musique et par l'amour interdit. Et maintenant, 200 ans plus tard, leur descendance était de retrouver, non pas comme des amants d'une vie passée, mais comme deux êtres humains dont les ancêtres avaient fait une promesse qui transcendait la propre mort. La question était, étaient-ils réellement Michel et Isabelle réincarnés? Ou étaient-ils simplement des descendants portant une mémoire génétique si forte qu'elle se manifestait dans des rêves et des musiques? Antoine ne connaissait pas la réponse. Et, honnêtement, il commençait à réaliser que cela n'avait peut-être pas d'importance, parce qu'indépendamment d'être des réincarnations littérales, ou seulement des échos génétiques d'un amour ancien, la connexion entre lui et Amélie était réelle. La reconnaissance était réelle. La musique qu'elle chantait et qu'il entendait dans ses rêves était réelle. Et la décision qu'il devait se prendre était également réelle. Amélie était dans la bibliothèque du château quand Antoine la trouva. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans des pensées qui impliquaient probablement des tours, des cloches et des chutes interminables. Les rapports ont tout confirmé, dit-il en s'approchant d'elle. Je sais, répondit-elle sans se retourner. J'ai lu les copies que vous avez laissées dans ma chambre. Et qu'en pensez-vous? Amélie finit par se retourner. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose d'autre en eux aussi. Une détermination qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Je pense que j'ai passé 28 ans à chanter une chanson pour un homme mort, dit-elle. Je pense que vous avez passé 38 ans à écouter une chanson d'une femme qui a sauté d'une tour. Je pense que, d'une manière que la science ne peut pas expliquer, nous nous sommes retrouvés. Antoine fit un pas dans sa direction. Et maintenant, je ne sais pas. Elle secoua la tête. Je suis votre femme de chambre. Antoine, vous êtes un milliardaire. La différence entre nous est aussi grande que la différence entre un compositeur aveugle et la fille d'un roi. Vous vous trompez. Un autre pas. Il était prêt maintenant, assez prêt pour voir les larmes qu'elle luttait pour contenir. La différence entre Michel et Isabelle était qu'il ne pouvait pas la voir, mais elle la connaissait mieux que n'importe qui avec des yeux parfaits. La différence entre nous est que je peux te voir, Amélie. Je peux te voir pour de vrai. Pas l'uniforme que tu portes. Pas le compte bancaire que tu n'as pas. Toi, la femme qui porte ma musique dans son âme depuis 200 ans. Antoine leva la main et toucha le visage d'elle. Amélie ferma les yeux en sentant le contact. « Je me fiche de ce que les gens vont penser, » continua-t-il. « Je me fiche du scandale. Je me fiche de tout ça. J'ai passé 3 ans à vivre comme un mort après le départ de ma femme. Je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien. Et puis tu es apparu, chantant une chanson impossible. Et soudain, j'étais de nouveau vivant. Antoine, murmura-t-elle, je t'ai perdu une fois à cause des règles du monde, dit-il. Je ne vais pas te perdre de nouveau. Et alors? Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide. Ce n'était pas un baiser poli.
C'était un baiser chargé de 200 ans de nostalgie, 200 ans d'attente, 200 ans de promesses murmurées dans l'obscurité et rêvées dans la solitude. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Et maintenant ?» demanda Amélie, la voix tremblante. « Tiens, maintenant, tu vas me montrer si cette mélodie a des paroles. Parce que je l'entends dans mes rêves depuis 33 ans, mais je n'ai jamais entendu personne chanter les mots. » Amélie sourit à travers ses larmes. « Elle a des paroles, dit-elle. Je connais chaque mot. Je l'ai toujours su, depuis que je suis née. Alors chante-la pour moi, comme tu as promis de la chanter dans chaque vie. » Et là, dans la bibliothèque du château de Valois, bâtie sur les ruines d'un amour ancien, Amélie Dubois commença à chanter. Pas seulement la mélodie qu'elle fredonnait depuis toujours. Cette fois, elle chanta les mots. Des mots en vieux français qu'elle n'avait jamais appris, mais qu'elle connaissait par cœur. Des mots d'amour et d'adieu, des mots de promesse et d'espérance, des mots qu'un compositeur aveugle avait écrits pour sa princesse interdite il y a 200 ans. Et Antoine, pour la première fois de sa vie, entendit la musique complète, la musique de ses rêves, la musique qu'il avait cherchée dans tous les coins du monde sans jamais la trouver. Elle était là, dans la voix d'une femme de chambre orpheline qu'il connaissait depuis 2 semaines et depuis 2 siècles à la fois. Et c'était la chose la plus belle qu'il ait jamais entendue. Certaines choses méritent une pause. Si vous ressentez quelque chose en ce moment, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde rapportent des connexions inexplicables, des mélodies qui surgissent de nulle part, des visages qui semblent familiers sans raison. Peut-être que cette histoire résonne en vous. Si c'est le cas, continuez à regarder, parce que ce qui va suivre a tout changé pour Antoine et Amélie. Ce soir-là, après qu'Amélie eut fini de chanter, Antoine la ramena à la cave. Il avait une idée qui pourrait prouver, une fois pour toutes, que la connexion entre eux était plus qu'une coïncidence. « Le piano », dit-il, en montrant l'instrument ancien qui attendait toujours au centre de la pièce. « Tu as dit que tu n'avais jamais appris à jouer. »« Jamais », confirma Amélie. « J'ai à peine eu accès à des instruments de musique à l'orphelinat. Et quand j'en avais, c'étaient de vieilles guitares avec des cordes manquantes. Je n'ai jamais touché un piano de ma vie. » Antoine la guida vers le tabouret devant l'instrument. « Assieds-toi » demanda-t-il. Amélie hésita. « Pourquoi faire ? Je viens de te dire que je ne sais pas jouer. Fais-moi confiance. » Elle s'assit, regardant les touches jaunies comme si elles étaient extraterrestres. Ses mains reposaient sur ses genoux, ne sachant que faire. Antoine prit le foulard de soie qu'il avait utilisé la veille. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. Amélie le regarda dans les yeux. « Oui, » dit-elle. Fers et le mot vint chargé de 200 ans de certitude. Il plaça le foulard sur ses yeux. Le monde devint sombre. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Ses autres sens s'aiguisèrent pour compenser le manque de vision. Elle pouvait sentir l'odeur du bois ancien et de la moisissure. Elle pouvait entendre la respiration d'Antoine à ses côtés. Elle pouvait sentir la présence du piano devant elle comme une force magnétique. « Maintenant », dit Antoine doucement, « pose tes mains sur les touches. » Amélie leva les mains en tremblant. Elles trouvèrent le clavier par instinct, se positionnant sur des notes qu'elle ne connaissait pas mais que ses doigts semblaient se rappeler. « Ne pense pas », ordonna Antoine. « N'essaie pas de jouer. Laisse simplement tes mains faire ce qu'elles veulent. » Amélie prit une profonde inspiration. C'était de la folie. Elle ne savait pas jouer du piano. Elle n'avait jamais joué du piano. Il n'y avait aucune chance que ses doigts sachent quoi faire. Mais alors, quelque chose se produisit. Ses doigts bougèrent. Ce n'était pas elle qui les commandait. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qui résidait dans un endroit au-delà de la mémoire consciente. Ses doigts pressèrent des touches, créèrent des accords, tissèrent des mélodies. Et la musique qui en sortit était la musique, leur musique, la musique qu'elle chantait depuis sa naissance. Mais maintenant, au lieu de sortir de sa voix, elle sortait du piano, complète, parfaite, avec des harmonies et des contrepoints qu'elle ne savait pas qu'ils existaient. Amélie commença à pleurer sous le foulard.
Ses mains continuaient à jouer, indépendamment de sa volonté, exécutant un morceau de 8 minutes qu'elle n'avait jamais appris, qu'elle n'avait jamais vu écrit, qui existait seulement dans son âme et dans les rêves d'un homme qui la cherchait depuis des décennies. Quand la dernière note se dissipa dans l'air de la cave, Amélie retira le foulard avec des mains tremblantes. Antoine était agenouillé à côté du tabouret, les larmes coulant librement sur son visage. « Tu as joué, dit-il, la voix étranglée. Tu as joué la musique entière, chaque note, chaque variation, exactement comme elle est sur la partition de 1820. » Amélie regarda ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « Comment ?» murmura-t-elle. « Comment ai-je fait ça ?» Antoine prit ses mains dans les siennes. « Parce que ce n'est pas toi qui as joué, dit-il, c'est elle, Isabelle. Elle est en toi, Amélie. Tout comme Michel est en moi. Nous sommes eux. Nous l'avons toujours été. Mais comment est-ce possible? La science n'explique pas ça. Rien n'explique ça. » Antoine se leva et alla vers la table où se trouvaient les documents de recherche. Il y avait quelque chose là qu'il ne lui avait pas encore montré. Une dernière découverte que le généalogiste avait faite, mais qu'il avait gardée pour ce moment. « Lis ça, » dit-il, en lui tendant un papier jauni. Amélie prit le document avec des mains encore tremblantes. C'était une lettre, écrite en vieux français, datée de 3 jours avant l'exécution de Michel. Elle lut à voix haute, traduisant mentalement au fur et à mesure. « Ma bien-aimée Isabelle, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Mais ne crains rien. La mort n'est pas la fin pour nous. J'ai fait une promesse. Pas seulement à toi, mais à l'univers lui-même. Je te retrouverai. Peu importe le nombre de vies que cela prendra, peu importe dans quel corps nous renaîtrons, je reconnaîtrai toujours ta voix, et tu reconnaîtras toujours ma musique. » L'encre se brouilla, alors qu'Amélie continuait à lire à travers ses larmes. « Il existe un rituel ancien que j'ai appris auprès des gitans des montagnes avant de perdre la vue. Ils croient que les âmes sœurs peuvent se retrouver à travers les vies si elles laissent une encre. Quelque chose qui transcende la mort, quelque chose qui survive au temps, pour nous. Cette encre est la musique, la chanson que j'ai composée pour toi. Tant qu'elle existera, nous existerons. Et quand nous nous retrouverons, la musique sera la preuve. Tu la chanteras sans savoir pourquoi. Je l'entendrai sans savoir d'où elle vient. Et quand nous serons enfin ensemble, quand nous la jouerons enfin sur le même instrument sur lequel elle a été composée, le cycle sera complet. » Amélie cessa de lire. Ses mains tremblaient tellement que le papier faillit tomber. « Il le savait, » dit-elle. Michel savait que ça allait arriver. Il a tout planifié. La musique n'est pas seulement une chanson, c'est un rituel, une magie, une façon de garantir que nous nous retrouverions. Antoine acquiesça. Le généalogiste a découvert cette lettre dans les archives de l'église Saint-Germain-des-Prés. Elle était jointe aux effets personnels de Michel, confisqués avant son exécution. Personne n'avait saisi sa signification jusqu'à présent. Amélie fixa le piano. Le portrait, Antoine. « Et nous venons d'achever le rituel, » dit-elle. « J'ai chanté. Vous avez écouté. Et maintenant, j'ai joué la mélodie sur le même piano où elle fut composée il y a 2 siècles. » Antoine s'approcha d'elle. L'air entre eux semblait chargé d'électricité, de possibilités, de quelque chose qui transcendait toute explication rationnelle. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Amélie. Et alors, comme si l'univers lui-même répondait à cette question, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La cave commença à luire. Ce n'était pas une lumière électrique, pas les ampoules faiblardes qui clignotaient. C'était autre chose. Une luminosité dorée, qui semblait émaner de l'air même, des murs, du piano, d'eux-mêmes. Amélie et Antoine se regardèrent, surpris, mais non effrayés. Ils savaient, au fond, que cela faisait partie du processus, que cela faisait partie du rituel que Michel avait initié 2 siècles plus tôt. Et alors, les visions commencèrent. Ce n'étaient pas des rêves, pas des souvenirs fragmentés. C'étaient des images complètes, vivides, aussi réelles que la cave qui les entourait. Amélie vit.
Elle vit un jardin secret derrière un hôtel particulier du Marais. Elle vit une femme en robe élaborée, assise sur un banc de pierre. Elle vit un homme aveugle assis devant elle, les mains posées sur un piano portatif, jouant une mélodie qu'elle connaissait mieux que son propre nom. Elle les vit s'embrasser en cachette des rideaux et des gardes. Elle vit des billets doux être transmis par des femmes de chambre loyales. Elle vit des nuits entières de musique et de murmures, pendant que le monde dormait. Et alors, elle vit l'horreur. Elle vit des gardes envahir le jardin. Elle vit l'homme aveugle être traîné, hurlant son nom. Elle vit la femme être retenue, implorant la clémence. Elle vit une cellule sombre, où les deux se rencontrèrent pour la dernière fois, séparés par des barreaux de fer, leurs mains se touchant à travers le métal froid. Elle vit la promesse être faite. Elle entendit les mots qu'elle-même avait prononcés 2 siècles plus tôt, dans une autre vie. Je chanterai cette mélodie dans chaque vie, jusqu'à te retrouver. Et je l'écouterai, répondit-il, dans chaque vie, dans chaque corps, dans chaque moment, jusqu'à te reconnaître. La vision changea. Maintenant, c'était la place de Grève, le soleil brûlant, la foule hurlant des insultes à un homme condamné pour amour, la corde étant nouée, les yeux bandés qui n'avaient pas besoin de voir pour savoir qu'elle était là, quelque part, pleurant pour lui. Et alors, la chute, le craquement, le silence. Et dans une tour lointaine, une femme qui ne put supporter le poids de ce silence. Amélie se vit au sommet de la tour Saint-Jacques. Elle vit le vent. Elle vit le pavé là en bas. Elle vit les cloches qui sonnaient encore. Et elle vit la décision être prise. Ce n'était pas du désespoir. C'était une promesse. C'était une certitude. C'était le début d'une quête qui durerait 2 siècles. La chute, le vent. La fin qui n'était qu'un commencement. Les visions s'arrêtèrent aussi brusquement qu'elles avaient recommencé. Amélie et Antoine étaient de retour dans la cave, la lumière dorée s'éteignant graduellement, ne laissant que les ampoules faiblardes et un silence pesant. Ils se regardèrent. Ils n'étaient plus seulement Amélie et Antoine. Ils étaient aussi Isabelle et Michel, 2 âmes dans 2 corps, enfin réunies après 2 siècles de recherche. « Je me souviens », dit Amélie, et sa voix était différente maintenant, plus forte, plus ancienne. « Je me souviens de tout, du jardin, des nuits, de la promesse, de la chute. Moi aussi, » dit Antoine. « Je me souviens de chaque note que j'ai composée pour toi. Je me souviens de l'odeur de tes cheveux. Je me souviens de la façon dont tes mains touchaient mon visage, pour que je puisse te voir sans yeux. » Ils s'étreignirent, pas comme un PDG et une femme de chambre, pas comme 2 étrangers qui se connaissaient depuis 2 semaines, mais comme 2 âmes qui avaient attendu 2 siècles pour ce moment. Et lorsqu'ils se séparèrent, lorsqu'ils purent enfin se regarder sans le voile des vies passées et des promesses anciennes, une question restait en suspens entre eux. « Et maintenant ?» demanda Amélie. « Que faisons-nous de tout cela ?» Antoine sourit. C'était le sourire d'un homme qui avait enfin trouvé son but. « Maintenant, dit-il, nous vivons la vie qui nous a été volée. Nous vivons l'amour qui a été interrompu. Nous vivons chaque instant, comme si c'était le premier et le dernier, en même temps. Mais, et le monde? Les gens? La différence entre nous? » Antoine prit son visage entre ses mains. Le monde a essayé de nous séparer en 1820 et a échoué. Ils nous ont tués. Et pourtant nous sommes là, ensemble, 2 siècles plus tard. Tu crois vraiment que quelque chose peut nous séparer maintenant? Amélie laissa échapper un rire qui était aussi un sanglot. Quand tu le dis comme ça, dit-elle, parce que c'était vrai. Ils avaient vaincu la mort. Ils avaient vaincu le temps. Ils avaient vaincu tout ce que l'univers avait jeté contre eux. Qu'était-ce qu'un peu de préjugé social comparé à 2 siècles de séparation? Mais avant qu'ils ne puissent faire des plans pour l'avenir, le présent leur apporta une urgence, le téléphone d'Amélie, qu'elle avait laissé dans l'arrière-salle. Sonnait avec insistance. Elle remonta en courant de la cave, suivie par Antoine, le cœur serré par un pressentiment terrible. C'était l'hôpital. Léo, son petit frère, avait empiré.
La leucémie progressait plus vite que les médecins ne l'avaient prévu. Ils avaient besoin d'une greffe de moelle osseuse urgente. Mais il n'y avait aucun donneur compatible sur la liste d'attente. Amélie s'effondra. Tout ce qui s'était passé, toutes les révélations, toutes les promesses de vie passées, rien de tout cela n'avait d'importance si elle perdait Léo. Il était la seule famille qu'elle avait dans cette vie, la seule raison pour laquelle elle se battait si dur, travaillait tant d'heures, acceptait toutes les humiliations. Antoine la serra contre lui pendant qu'elle pleurait. Il ne dit rien. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient consoler une telle douleur. Mais il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Le lendemain matin, Amélie se réveilla à l'hôpital, au chevet de Léo. Elle avait passé la nuit là, tenant la main du garçon pendant qu'il dormait, connecté à des machines qui maintenaient son corps faible en fonctionnement. Antoine entra dans la chambre sans faire de bruit. Il portait des papiers dans ses mains. Et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'Amélie ne parvenait pas à identifier. « J'ai passé quelques coups de fil », dit-il, en s'asseyant à côté d'elle. « Ma famille a des relations avec les meilleurs hôpitaux du monde. Nous avons trouvé un spécialiste des greffes de moelle osseuse, qui travaille avec une banque internationale de donneurs. » Amélie le regarda sans comprendre. « C'est incroyable. Mais les médecins ont dit qu'il n'y a aucun donneur compatible. » Antoine sourit. « C'est là que ça devient intéressant, » dit-il. Le spécialiste a fait quelques analyses. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. « Quoi ?» Antoine prit sa main. « Tu te souviens de ce que le généalogiste a découvert? Que tu es une descendante de Michel et que je suis un descendant d'Isabelle. » Amélie acquiesça, sans comprendre où il voulait en venir. « Isabelle et Miguel étaient issus de familles très différentes, » continua-t-il. Elle était la fille du vice-roi espagnol. Lui, d'une famille métisse, mélange d'espagnol et d'indigène. Mais la fille d'Isabelle, l'enfant qu'elle a laissé derrière elle. Le père n'était pas son fiancé officiel. Amélie écarquilla les yeux. Vous voulez dire que... Le père, c'était Miguel. Antoine confirma. Isabelle était enceinte de Miguel quand il a été exécuté. L'enfant qu'elle a laissé derrière elle était leur fille. Ce qui signifie que votre lignée et la mienne descendent des mêmes ancêtres, Isabelle et Miguel. Nous sommes parents alors? Des cousins très éloignés. 200 ans et des dizaines de générations nous séparent. Mais nous avons un pourcentage minime d'ADN en commun, et ce pourcentage est exactement ce qui rend. Amélie comprit avant qu'il ne termine. « Léo, » murmura-t-elle, « tu pourrais être compatible avec Léo. » Antoine acquiesça. « J'ai déjà fait les tests. Le spécialiste me l'a confirmé il y a 1 heure. Je suis un donneur parfait. » Amélie était paralysée. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'après tout ça, après des vies passées, des rituels anciens et des promesses qui transcendèrent la mort, la solution pour sauver son petit frère se trouvait dans l'ADN qu'il partageait à cause d'un amour vieux de 200 ans? C'était impossible, c'était absurde. C'était le genre de coïncidence qui n'arrivait pas dans la vie réelle. Mais c'était en train d'arriver. « Tu ferais ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu donnerais ta moelle à Léo ?» Antoine la regarda comme si la question était offensante. « Amélie, dit-il doucement, ce garçon est le seul membre de ta famille de sang que tu as dans cette vie. La seule connexion avec ton histoire, avec qui tu es. Tu crois vraiment que je laisserai quoi que ce soit lui arriver? Mais l'opération est risquée. Tu peux avoir des complications. Tu peux. » Antoine l'interrompit avec un baiser doux, rempli de promesses. « Je suis déjà mort pour toi 1 fois, » dit-il quand ils se séparèrent. « Tu crois que j'ai peur d'une aiguille ?» Et pour la première fois depuis des jours, Amélie rit, un rire véritable, rempli de soulagement, d'espoir, et de quelque chose qu'elle avait presque oublié ce que c'était. Le bonheur. La transplantation fut programmée pour la semaine suivante, pendant les jours d'attente. Antoine et Amélie se préparèrent ensemble. Il fit tous les examens nécessaires, tandis qu'elle s'occupait de Léo, lui chantant des chansons tous les soirs, pas la musique de 200 ans, des berceuses qu'elle inventait sur le moment, remplies de promesses de guérison et d'avenir. Léo, malgré sa faiblesse, semblait sentir que quelque chose de bon allait arriver. Il souriait quand il voyait Antoine entrer dans la chambre. Les deux avaient créé une connexion étrange, comme si le garçon de 8 ans savait
d'une manière instinctive, que cet homme était important. « Tu es le copain de ma sœur ?» demanda Léo un jour, la voix faible mais les yeux brillants de curiosité. Antoine regarda Amélie qui rougit intensément. « Oui, » dit-il simplement. « Je le suis. »« Tu vas prendre soin d'elle ?» insista Léo. « Même quand je ne serai plus malade et que je pourrai prendre soin d'elle moi-même ?» Antoine s'agenouilla à côté du lit du garçon, se mettant au niveau de ses yeux. « Je le promets, dit-il solennellement. Je promets de prendre soin d'elle dans chaque vie. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe ce qui arrivera. » Léo sourit, satisfait de la réponse qu'il ne comprenait probablement pas complètement. « D'accord, dit-il. Alors tu peux sortir avec elle. » Amélie et Antoine échangèrent un regard qui disait plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Le jour de la transplantation arriva. Antoine fut préparé pour l'opération tandis qu'Amélie attendait dans la salle réservée aux familles. Elle n'arrivait pas à arrêter de faire les 100 pas, les mains tordant le bas de son chemisier, les yeux fixés sur la porte qui menait au bloc opératoire. Et pendant qu'elle attendait, elle fredonnait, bas, presque inconsciemment, la mélodie de 200 ans. La musique qui la connectait à Antoine à travers le temps et la mort. La chirurgie dura 4 heures. 4 heures pendant lesquelles Amélie vécut chaque seconde comme si c'était une éternité. 4 heures pendant lesquelles elle pria chaque dieu qu'elle connaissait et certains qu'elle inventa sur le moment. 4 heures pendant lesquelles elle promit tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle n'avait pas en échange de la vie de 2 personnes qu'elle aimait. Quand le médecin sortit enfin du bloc opératoire, Amélie faillit s'effondrer. « Tout s'est bien passé, dit-il. » Et ces 3 mots furent les plus beaux qu'elle ait jamais entendus. Le don a été un succès. Maintenant, il faut attendre que la moelle prenne dans l'organisme de Léo. Et Antoine, comment va-t-il? Le médecin sourit. Il dort. Il devrait se réveiller dans quelques heures. Il est stable. Amélie se permit de pleurer, des larmes de soulagement, de gratitude, d'épuisement émotionnel. Elle pleura pour tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, pour la rencontre impossible, pour les révélations qui avaient bouleversé son monde, pour la maladie de Léo, pour la générosité d'un homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps et depuis si longtemps en même temps. Elle pleura pour Miguel et Isabelle, qui n'avaient jamais eu cette chance, qui étaient morts jeunes, séparés, avec des promesses qui ne seraient tenues que 200 ans plus tard. Et elle pleura de bonheur, parce que finalement, après des siècles d'attente, l'histoire avait une fin différente. Les semaines suivantes furent d'attente et d'espoir. Antoine se remit rapidement du don, sa force et sa détermination surmontant tout inconfort physique. Il rendait visite à Léo tous les jours, s'asseyant à côté du lit du garçon, racontant des histoires et faisant des promesses d'aventure qu'ils auraient quand il irait mieux. Amélie observait les deux, son cœur débordant de quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé ressentir, une famille complète. Improbable, construite sur des promesses de 200 ans et des connexions que la science ne pouvait pas expliquer. 3 semaines après la transplantation, les médecins donnèrent la nouvelle que tout le monde attendait. La moelle a pris. Léo était en rémission. Le garçon de 8 ans qui était arrivé aux portes de la mort était en train de gagner la bataille. Quand Amélie reçut la nouvelle, elle ne put contenir son émotion. Elle tomba dans les bras d'Antoine et pleura, sans savoir si les larmes étaient de joie, de soulagement ou de gratitude pour tout ce qui s'était passé. « Merci, dit-elle entre 2 sanglots. Merci d'avoir sauvé mon frère. Merci de m'avoir trouvé. Merci pour chaque promesse que tu as faite et que tu es en train de tenir. » Antoine la serra plus fort. « J'ai attendu 200 ans pour toi, dit-il. Tu crois que j'allais laisser quoi que ce soit te faire souffrir maintenant que nous sommes enfin ensemble ?» Dans les mois qui suivirent, la vie d'Amélie et d'Antoine se transforma complètement. Antoine annonça publiquement sa relation avec Amélie, ignorant les murmures et les regards de désapprobation de la haute société parisienne. Certains journaux firent des manchettes malicieuses sur le millionnaire tombé amoureux de la femme de chambre. Certains anciens associés coupèrent les ponts. Quelques invitations à des événements mondains cessèrent d'arriver. Antoine, lui, ne s'en souciait absolument pas. « Quand on a passé 200 ans à chercher quelqu'un, confia-t-il à un journaliste,
un peu trop curieux de l'affaire, on apprend que l'opinion des gens qui mourront dans quelques décennies n'a strictement aucune valeur. Le journaliste, visiblement, ne comprit pas cette réponse, mais la publia tout de même, étrangement. Cette phrase énigmatique capta l'imagination du public. L'histoire d'Antoine et d'Amélie, le PDG d'un des plus grands groupes hôteliers de France, et la femme de chambre orpheline, se propagea comme une traînée de poudre. Bien sûr, personne ne croyait à la partie des vies antérieures, personne ne croyait à la musique impossible, aux visions partagées ou aux rituels vieux de 200 ans. Mais tous croyaient à l'amour, un amour qui transcendait les barrières sociales. Et ça, en soi, c'était une histoire que les gens voulaient entendre. Amélie emménagea officiellement au château de Valois, non plus comme femme de chambre, mais comme propriétaire de la moitié de tout. Antoine insista pour mettre son nom sur toutes les propriétés, sur tous les comptes, sur tous les documents. « Ce qui est à moi est à toi », disait-il. Ça l'a toujours été, depuis 1820. Léo se rétablit complètement. Le petit garçon, qui avait été aux portes de la mort, courait maintenant dans les jardins du château, son rire résonnant dans les couloirs ancestraux. Il adopta Antoine comme une figure paternelle, le suivant partout, posant des questions infinies sur les affaires, les voitures et toutes ces choses qui fascinent les garçons de 8 ans. Et, un soir d'octobre, exactement 1 an après leur première rencontre, Antoine posa la question qu'Amélie attendait depuis, qu'elle se souvienne de qui elle était. Ils étaient dans la cave, devant le piano de 1820, le même endroit où tout avait été révélé, le même endroit où leurs âmes s'étaient enfin reconnues. Antoine s'agenouilla. « Amélie, Isabelle, ma princesse, qui chante dans l'obscurité, » dit-il, la voix tremblant pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontrée. « Je t'ai perdu une fois, j'ai passé 200 ans à te chercher, et maintenant que je t'ai retrouvé, je veux passer le reste de cette vie et toutes les vies qui viendront après, à tes côtés. » Il ouvrit une boîte de velours. À l'intérieur, brillant sous la faible lumière de la cave, se trouvait une bague. Mais pas n'importe quelle bague, c'était la bague du portrait. La même bague qu'Isabelle portait sur la peinture de 1818. La même bague que le généalogiste avait retrouvée, à travers des ventes aux enchères et des collections privées, jusqu'à ce qu'Antoine finisse par la racheter. « Cette bague t'a appartenu autrefois, » dit Antoine. « Je voudrais qu'elle t'appartienne à nouveau, pour toujours, cette fois. » Amélie regarda la bague. Antoine, le piano, qui portait leur musique depuis 200 ans. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle souriait. « Oui, » dit-elle, « dans chaque vie. Oui. » Antoine glissa la bague à son doigt. L'ajustement était parfait, comme si la bague n'avait jamais cessé de lui appartenir. Et, alors, dans cette cave construite sur les ruines d'un amour ancien, ils s'embrassèrent, pas comme Amélie et Antoine, mais comme Isabelle et Miguel, comme 2 âmes qui avaient finalement achevé un cycle de 200 ans. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard. Ce fut une cérémonie simple, à l'opposé de ce que la haute société attendait d'un homme de la position d'Antoine. Seuls les proches et les amis véritables étaient à présent. Léo fut le garçon d'honneur, son sourire énorme, illuminant toute l'église. La réception eut lieu au château, bien sûr, dans le jardin, qui avait été autrefois un jardin secret, où 2 amants se rencontraient, cachés du monde. Et quand, à la fin de la soirée, quand les invités étaient déjà partis et que le château était silencieux, Amélie et Antoine descendirent à la cave, pour la dernière fois, en tant que célibataires. Le piano les attendait, comme toujours. Amélie s'assit devant les touches jaunies. Antoine resta à ses côtés, la main sur son épaule, et alors, elle joua. Elle n'avait plus besoin du bandeau, la musique était complètement intégrée à elle maintenant. Chaque note coulait de ses doigts, comme si elle avait toujours su les jouer. Parce que, d'une certaine manière,
Elle l'avait toujours su. Antoine commença à chanter. Il avait aussi appris les paroles. Les mêmes paroles en ancien espagnol, qu'Amélie connaissait depuis sa naissance. Leurs voix se mélangèrent, harmonieuses, complémentaires, exactement comme elles étaient censées l'être. Et, tandis qu'il chantait, quelque chose de magique se produisit. La lumière dorée revint, douce, cette fois. Pas aussi intense que la première fois, mais présente, réelle, une confirmation que le rituel était complet, que les promesses avaient été tenues, que deux âmes, qui s'étaient perdues il y a 200 ans, étaient enfin en paix. Quand la musique se termina, la lumière se dissipa lentement. Antoine et Amélie se regardèrent. Il y avait des larmes dans leurs yeux à tous les deux. Mais c'étaient des larmes d'accomplissement, de finalisation, d'un cycle qui s'était enfin refermé. « C'est fini », dit Amélie doucement. « L'attente est finie. » Antoine sourit. « En réalité, dit-il, ça ne fait que commencer. Nous avons une vie entière devant nous. Et, si nous avons de la chance, beaucoup de vie après celle-ci. » Amélie rit. « Si nous avons de la chance, » acquiesça-t-elle. « Mais, même si nous n'avons que celle-ci, ce sera suffisant. Parce que, finalement, après 200 ans, nous sommes ensemble. » Et c'était vrai. Dans les années qui suivirent, Antoine et Amélie construisirent une vie qui serait enviée par n'importe qui, mais qui, pour eux, était simplement le résultat naturel de la rencontre de leur âme sœur. Antoine développa ses affaires d'hôtel, mais avec une nouvelle philosophie. Chaque hôtel avait maintenant un piano dans son hall, et des musiciens étaient engagés pour jouer des mélodies anciennes, préservant l'art qui avait failli se perdre dans le temps. Amélie découvrit un talent pour la composition. La musique, qu'elle avait portée dans son âme toute sa vie, devint le point de départ pour des dizaines de nouvelles œuvres. Elle n'étudia jamais la musique formellement, mais elle n'en avait pas besoin. Les compositions surgissaient simplement, comme si elles avaient attendu à l'intérieur d'elle. Depuis toujours, Léo grandit, entouré d'amour. Le petit garçon, qui avait été orphelin, avait maintenant une famille complète. Il développa son propre amour pour la musique et, à 16 ans, il jouait déjà du piano, presque aussi bien qu'Amélie. Le château de Valois, construit sur les ruines d'un amour ancien, devint un lieu de joie. Au lieu de tristesse, les couloirs, qui résonnaient autrefois seulement avec des pas solitaires, étaient maintenant remplis de rire, de musique et de vie. La cave fut transformée en un petit musée. Le piano de 1820, le portrait de Miguel et Isabelle, la partition originale, la lettre, la bague, tous les artefacts qui prouvaient une histoire que la plupart des gens trouveraient impossible à croire. Amélie et Antoine n'essayèrent de convaincre personne. Ils n'avaient pas besoin de validation extérieure. Ils savaient ce qu'ils avaient vécu. Ils savaient ce qu'ils avaient vu. Et c'était suffisant. Mais parfois, quand des visiteurs sceptiques entraient dans le musée et écoutèrent l'histoire, quelque chose d'étrange se produisait. Certains pleuraient, sans savoir pourquoi. D'autres rapportaient des sensations de familiarité, de reconnaissance, de quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à expliquer. Et certains, les plus sensibles, juraient entendre une mélodie douce dans l'air, même quand personne ne touchait le piano. Amélie souriait quand cela arrivait. Peut-être, pensait-elle, que nous n'étions pas les seuls. Peut-être y a-t-il d'autres âmes là-bas, se cherchant à travers les vies, attendant un signal, une musique, un moment de reconnaissance. Et peut-être, juste peut-être, raconter cette histoire pourrait aider certaines de ces âmes à se rencontrer un peu plus vite, par une nuit d'octobre, exactement 10 ans après leur première rencontre. Amélie se réveilla au milieu de la nuit. Antoine dormait à ses côtés, sa respiration douce et régulière. Elle le regarda pendant un long moment, le visage qu'elle avait connu il y a 200 ans, et il y a 10 ans en même temps, l'homme qui avait traversé les vies pour la retrouver, l'amour qui avait résisté à la mort, au temps et à toutes les barrières que l'univers avait placées entre eux, comme s'il sentait son regard. Antoine ouvrit les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a »
murmura-t-il, encore à moitié endormi. Rien, répondit Amélie, souriant. Je pensais juste… À quoi? À la chance que j'ai de t'avoir, d'avoir Léo, d'avoir tout ça. Antoine l'attira plus près de lui. Ce n'était pas de la chance, dit-il, c'était le destin, planifié il y a 200 ans par un compositeur aveugle qui aimait trop pour laisser la mort être la fin. Amélie posa sa tête sur sa poitrine, écoutant son cœur battre. Un cœur qui avait battu pour elle en 1820 et qui continuait à battre maintenant. « Antoine, dit-elle doucement. Oui, tu crois qu'on va se retrouver de nouveau? Dans la prochaine vie? Antoine réfléchit un instant. J'en suis sûr, dit-il finalement. La musique existe encore. La promesse tient toujours. Et je te chercherai dans chaque vie, peu importe combien de temps ça prendra, jusqu'à ce que je te retrouve. Amélie sourit dans l'obscurité. Jusqu'à ce que tu me retrouves, répéta-t-elle. Et alors, en silence. Elle commença à fredonner. La même mélodie de toujours, la même musique impossible, la chanson qui la connectait à lui à travers le temps et la mort. Antoine écouta, comme il l'avait fait en rêve toute sa vie avant de la rencontrer. Écouta et sut, avec une certitude qui transcendait les explications rationnelles, que peu importait ce qui arriverait. Peu importe combien de vies passeraient, il la retrouverait toujours, parce que certaines connexions sont plus fortes que la mort, certaines promesses survivent au siècle, et certaines musiques, une fois composées avec un amour véritable, ne s'arrêtent jamais de jouer. Ceci est l'histoire d'Antoine et d'Amélie, de Miguel et Isabelle, de deux âmes qui se sont perdues il y a 200 ans et qui se sont finalement retrouvées, guidées par une chanson qui n'aurait jamais dû exister, mais qui, d'une manière ou d'une autre, a toujours existé. C'est une histoire sur l'amour qui transcende les classes sociales et les barrières impossibles, sur des promesses faites dans l'obscurité d'une cellule de prison et tenues dans le sous-sol d'un château de Valois centenaire, sur la musique qui transporte des souvenirs à travers les générations, sur le destin qui n'accepte pas d'être nié. Et peut-être, surtout, c'est une histoire sur l'espérance. L'espérance que les connexions inexplicables signifient quelque chose, que cette sensation de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer ne soit pas qu'une simple imagination, que l'amour véritable, quand il est vraiment véritable, retrouve son chemin, toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois vous poser une question. Avez-vous déjà eu une musique dans la tête dont vous ne saviez pas d'où elle venait? Avez-vous déjà senti une connexion instantanée avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous déjà rêvé de lieux que vous n'avez jamais visités, de visages que vous n'avez jamais vus, de moments que vous n'avez jamais vécus? Si la réponse est oui, peut-être que vous aussi, vous cherchez quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un vous cherche. Et peut-être, juste peut-être, cette histoire est le signal dont vous aviez besoin pour continuer à chercher. Parce que 200 ans, c'est beaucoup de temps pour attendre. Mais quand vous trouvez enfin ce que vous cherchez, chaque seconde de l'attente en vaut la peine. Amélie et Antoine le savent maintenant. Miguel et Isabelle l'ont toujours su. Et vous aussi. Vous pouvez le découvrir. Il suffit de continuer à écouter, continuer à chanter, continuer à croire. Parce que la musique juste, chantée pour la personne juste, peut traverser n'importe quelle distance, n'importe quel temps, n'importe quelle vie. Et quand elle arrivera enfin aux oreilles justes, quand elle trouvera enfin l'âme qui la reconnaît, le monde semblera un endroit complètement différent. Un endroit où 200 ans d'attente ont un sens. Un endroit où les promesses faites dans l'obscurité sont tenues dans la lumière. Un endroit où l'amour, quand il est véritable, n'accepte simplement pas de finir. Et peut-être est-ce cela que nous cherchons tous, au fond. Pas seulement quelqu'un à aimer, mais quelqu'un qui nous fasse croire que l'amour peut durer pour toujours. Amélie a trouvé cela en Antoine. Isabelle a trouvé cela en Miguel. Et quelque part là-bas, peut-être que vous aussi, vous êtes sur le point de le trouver. Il suffit de garder les oreilles ouvertes et le cœur disposé, parce que la musique qui peut changer votre vie est peut-être déjà en train de jouer. Vous avez juste besoin de la reconnaître.